Merci beaucoup, Camilla. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, c'est parfait. Merci à tout le monde d'être présent, présente. Je vais commencer avec un petit mot de reconnaissance territoriale. Je vous parle du bassin versant du lac Saint-Charles, territoire non cédé de la nation Huron-Wendat. Et je remercie cette nation d'avoir aussi bien conservé le territoire pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, c'est à notre tour aussi de faire partie de cet effort de conservation avec la nation qui vit et qui habite toujours le territoire. Donc, bienvenue à cette conférence webinaire sur les droits de la nature qui parle particulièrement du lac Saint-Charles. Mais ma réflexion a commencé lorsque je m'intéressais au fleuve Saint-Laurent. Donc, on va voir comment ce cheminement a progressé. Donc, rapidement, voici le plan de la présentation. Après avoir parlé de la problématique, de quelques menaces aux écosystèmes du lac et de la rivière Saint-Charles, on va passer plus au cadre conceptuel qui inclut les droits de la nature, la gouvernance participative, notamment le développement durable. On va aussi regarder à l'extérieur du Québec qu'est-ce qui se fait en droit de la nature pour s'inspirer avec notamment des initiatives très importantes du côté de l'Équateur, de la Bolivie, mais aussi de l'Espagne, la France, des États-Unis. Et on reviendra sur la gouvernance du lac et de la rivière Saint-Charles pour finir avec certaines pistes de réflexion qui pourraient servir à outiller certains décideurs et décideuses qui se trouvent ici présents. Merci de prendre le temps de m'écouter. Donc, un premier moment qui a été important, ça a été en 2022 avec le projet, la présentation du projet de loi sur les droits de la nature concernant le fleuve Saint-Laurent avec l'équipe de l'Observatoire international des droits de la nature dirigée par Maître Yenny Vega. Et donc, j'ai participé à cette présentation de projet de loi-là. En même temps, il a été déposé à la fois à l'Assemblée nationale du Québec et aussi au Parlement à Ottawa. Et le but était d'octroyer au fleuve le titre de partie prenante inaliénable dans les prises de décision qu'il concerne et de lui donner des droits d'être représenté afin de défendre ses intérêts et son intégralité. Donc ici, quand on parle des droits de la nature, c'est vraiment de favoriser une transition de la reconnaissance des entités naturelles qui étaient jusqu'ici plutôt vus comme des objets de la nature, mais de les considérer comme des objets de droit, pardon, et de les considérer comme des sujets de droit. Donc, on va voir en quoi ça consiste. Une partie de cette réflexion-là se retrouve aussi dans le livre que je viens de publier. Camilla l'a bien mentionné, avec différentes études de cas à travers les Amériques. C'est toujours dans le but d'encourager la gouvernance participative, l'éco-citoyenneté, qui découle beaucoup de l'identification à un bassin versant, à notre territoire immédiat et aussi de l'amour qu'on peut avoir et développer pour les cours d'eau et la nature. Donc, il y a une part d'éducation environnementale qui doit se faire pour accompagner une meilleure participation des citoyens, une meilleure considération de ces derniers dans les prises de décision. Donc, la problématique étudiée euh, aujourd'hui, c'est vraiment, bon, devant la perspective
de différentes menaces qui portent sur le lac Saint-Charles et la rivière Saint-Charles, notamment les changements climatiques pour lesquels il faudra vraiment commencer à planifier un peu là, toute cette incertitude qui nous guette. Ça va être important de développer une meilleure résilience écologique du lac Saint-Charles. Aussi, on constate qu'il y a eu, oui, des avancées, des mesures qui ont été mises en place pour protéger les écosystèmes du lac Saint-Charles, mais que celle-ci ne semble pas suffisante pour vraiment bien protéger ces écosystèmes. Et on s'aperçoit que les acteurs de l'eau ont fait un bon travail, mais souvent, il y a des complications à la fois qui viennent d'un cadre juridique qui est pluriel, avec plusieurs paliers gouvernementaux qui peuvent venir compliquer la prise de décision. Et aussi, on s'aperçoit qu'il y a un certain déficit démocratique, si on peut dire, dans le bassin versant, où à la fois les citoyens, citoyennes, riverains, riveraines ne sont pas toujours entendus, considérés et ils sont des réservoirs de savoirs locaux. Ils connaissent, ils ont une connaissance fine du territoire qu'ils habitent. Et pour vraiment parler de gouvernance participative, il faudrait qu'ils puissent prendre part aux décisions. Et ça demande une ouverture et un peu un changement de paradigme aussi. C'est pas facile à faire, mais on va voir comment ça se passe et on va voir les niveaux de participation aussi qui sont entendus quand on parle de gouvernance. Donc, ça va beaucoup plus loin que la seule consultation. Et ben, on a besoin d'outils juridiques forts. Les lois qui sont en place sont assez bonnes, mais c'est difficile de les appliquer. Parfois, elles font porter un peu trop le fardeau de la preuve sur les citoyens, comme la loi québécoise sur l'environnement, par exemple, où chaque citoyen a le droit de dénoncer, par exemple, ce qu'il peut voir dans son environnement immédiat. Ça fait porter le fardeau de la preuve sur les citoyens et c'est un peu inéquitable dans ce sens-là. Et aussi, ce n'est pas tous les citoyens qui veulent jouer ce rôle-là. Donc, à la différence de l'Ontario, au Québec, avec la GIR, la gestion intégrée des ressources en eau, on a beaucoup plus favorisé une approche volontariste, donc où on s'attend à ce qu'il y ait une bonne volonté de la protection de l'eau de la part des acteurs et beaucoup moins une approche comme en Ontario où il y a des lois avec un peu plus de dents et où on va donner des amendes, punir les fautifs. Donc, ça serait peut-être à revoir aussi là, cette approche-là au Québec qui était bonne il y a plusieurs années, qui misait beaucoup sur l'éducation environnementale, mais on voit quand même des limites et des progrès qui tardent à se faire sentir. Donc, pour le lac Saint-Charles, étant donné que, bon, il y a un barrage, n'est-ce pas, qui a été construit en 1934. À partir de ce moment-là, on l'a beaucoup considéré comme un réservoir d'eau potable. Parfois, cette vision-là nous a empêché de considérer les écosystèmes plus naturels du lac. On peut parler du lac, mais des marais, comme les marais du Nord qui sont protégés. L'écosystème de l'embouchure de la rivière des Hurons aussi, qui se jette dans le lac. Parfois, on l'a vu un peu de manière fonctionnelle, si je peux dire, où on s'attarde beaucoup à la gestion du barrage, à la gestion du niveau de l'eau et dans un sens pour protéger l'approvisionnement en eau potable des consommateurs d'eau des différentes municipalités qui en dépendent. Donc, on parle d'environ 300 000 citoyens qui en dépendent. C'est une source d'eau, elle fournit de l'eau à 53% de la population de la communauté métropolitaine de Québec. Donc, une source d'eau qui est fort importante. Et
Et évidemment, on a besoin de réguler le niveau du lac, mais jusqu'à maintenant, ça a été seulement le niveau maximum des eaux qui a été euh, inscrit dans la législation, dans la régulation, mais on n'a pas déterminé un niveau écologique. Donc, quel serait le niveau minimum des eaux à protéger du lac pour pouvoir protéger ces écosystèmes, les poissons, les oiseaux. Il y a environ 200 espèces d'oiseaux nicheurs au lac Saint-Charles. Donc, des écosystèmes très riches avec une grande biodiversité. Mais au Québec, c'est assez rare. Il y a juste un cas, là, le Grand Lac Saint-François, où on a déterminé un niveau écologique pour un lac. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille avec mon équipe d'étudiants et on a la participation de la conseillère scientifique d'Agiro, Sonia Bemel, qui guide les travaux de cet étudiant-là qui est inscrit à la maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Donc, ça, c'est certaines recherches qu'on avait encore besoin de conduire. Dans les pressions que l'on peut considérer sur les écosystèmes qui sont anthropisés du lac Saint-Charles, donc on ne peut plus vraiment parler d'écosystèmes naturels étant donné la forte présence des humains dans son bassin versant. Donc, on voit on a besoin d'avoir une gestion humaine pour intervenir, pour rétablir certaines de ces fonctions écologiques qui peuvent être menacées par la présence humaine et par les changements climatiques aussi. Donc, on parle d'une augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques qui peuvent prendre la forme d'inondations avec des pluies abondantes ou même des étiages plus longs, plus fréquents. On parle de sécheresse possible. Donc, ils peuvent affecter à la fois là, la qualité de l'eau et la quantité de l'eau aussi, et même les berges en tant que telles. Donc, ici, des pressions d'origine anthropique qui sont assez bien connues, dont les indicateurs ont été mesurés. Donc, on parle de rejet d'azote et de phosphore domestiques et industriels qui contribuent à la dégradation de la qualité de l'eau, à la prolifération d'espèces aquatiques, végétales envahissantes. Ces espèces végétales envahissantes sont assez nombreuses. Elles prolifèrent de plus en plus, et ce qui perturbe l'herbier naturel du lac. Et puis, il y a aussi la présence des plaisanciers motorisés qui viennent favoriser la propagation de ces plantes-là avec les hélices des moteurs qui viennent, bon, quand on coupe la plante, après ça, elle se reproduit plus facilement. Une eutrophisation accélérée, on voit que le lac, malheureusement, aurait vieilli de 25 ans en 5 ans, donc avec un niveau d'oxygène qui est en décroissance. Donc, ici, c'est très de mauvais augure. Des éclosions de cyanobactéries qui ont eu lieu, qui ont été enregistrées là, au moins en 2017 et 2024, possiblement à d'autres moments aussi, qui nuisent à la qualité de l'eau. Des lessivages de contaminants, la salinisation des eaux aussi. On voit une augmentation de la conductivité des eaux depuis 2017, notamment avec le développement de l'urbanisation, la construction, le prolongement de l'autoroute 73. Mais il y a aussi un golfe, deux golfs même dans le bassin versant où il y a du lessivage qui a lieu, de pesticides qui sont utilisés pour maintenir ces activités-là. Donc, il y a certains activités commerciales, industrielles qui devraient aussi là, probablement là, être mises aux normes là, et être réglementées davantage. Et un ensablement des cours d'eau avec une modification du parcours de la rivière des Hurons là, qui a été notée
à l'été 2024, qui est possiblement en lien avec le prolongement de l'autoroute aussi. Et on trouve aussi le retrait d'eau dans le bassin versant très proche du lac par la compagnie Pepsi-Cola qui prélève de l'eau presque à chaque jour pour son embouteillage. Donc, ça, c'est assez peu connu, on en parle assez peu, mais quand on parle de parties prenantes qui doivent participer à la gouvernance environnementale, on ne doit pas minimiser la présence des acteurs, des commerçants, des industriels, et on doit veiller à les inviter pour faire partie de la solution. Donc, les questions de recherche qui nous occupent dans mon équipe de recherche et moi, donc comment la gouvernance participative inclusive du lac Saint-Charles peut-elle être favorisée afin de mieux protéger les écosystèmes de ce dernier? Comment les parties prenantes, soit les personnes ou groupes ayant un effet sur ou un intérêt pour le lac, peuvent-elles collaborer avec le lac lui-même afin de lui garantir une longévité propre et la protection de son intégrité? Donc ici, vous voyez bien là, la perspective qui est différente, donc où on met l'accent sur le capital naturel du lac et on veut essayer de faire en sorte d'écouter les besoins du lac finalement, au lieu de mettre les besoins humains en premier, comme on l'a toujours fait, et on constate où ça nous a menés. Donc, possiblement que ce serait une bonne chose de regarder un autre paradigme qui pourrait nous conduire davantage dans la réalisation du développement durable pour le lac en considérant les 16 principes de développement durable qui ne sont pas toujours appliqués, malheureusement, malgré l'existence d'une loi pour le développement durable. Donc, des postulats de recherche qui incluent la reconnaissance juridique des droits de la nature. Celles-ci permettent de recentrer la gouvernance des plans d'eau sur la préservation de leur intégrité et la santé de leurs écosystèmes. Cette approche réoriente les mécanismes de prise de décision en matière de protection des lacs et rivières en replaçant les humains comme une partie de la nature et non au-dessus de celle-ci. Comme je le disais, et en mettant le capital naturel au centre de nos préoccupations. Donc, c'est très sain de retrouver notre place dans la nature comme humain et non de se voir au-dessus de celle-ci. Et comme ça permet de voir les liens de symbiose qui existent entre la nature et l'humain. Finalement, on ne peut pas être en santé si on n'habite pas dans un écosystème qui est aussi en santé. Donc, ces liens-là, on les a souvent perdus de vue. Et là, c'est très réel parce que, notamment pour ceux qui boivent l'eau du lac Saint-Charles, la qualité de l'eau va les affecter directement. Donc, c'est vraiment de retrouver cette connexion-là avec la nature et aussi faire en sorte que les buveurs et buveuses d'eau du bassin versant au complet se rendent compte d'où provient leur eau et développent un sens d'identité et d'appropriation aussi pour vouloir contribuer au maintien de la qualité de l'eau. Et on remarque avec les études qu'on a faites une déconnexion des consommateurs d'eau du bassin versant avec le lac. Plusieurs personnes, plusieurs de mes étudiants en classe ont très peu d'idées où se trouve le lac Saint-Charles et aussi qu'il est la source principale d'eau potable pour la communauté urbaine de la ville de Québec. Donc, ici, il y a beaucoup à faire concernant une sensibilisation, une éducation environnementale et on voit qu'on a besoin de se doter d'outils qui sont différents de ce qu'on a toujours utilisé. Et enfin, la reconnaissance d'une personnalité juridique pour le lac Saint-Charles aurait pour conséquence d'octroyer à ce dernier le titre de partie prenante inaliénable dans les prises de décision qu'il concerne et de lui donner des droits d'être représenté, même en justice, afin de défendre ses intérêts et son intégrité. Quand on parle de gouvernance environnementale, ce qui est sous-entendu et on le retrouve souvent dans les documents de l'organisme de bassin versant de la capitale, dans le texte de loi sur la qualité de l'environnement du Québec. Donc, on parle d'une gouvernance
qui est participative, qui est inclusive. Et à la fois, c'est un peu une vision dont on se donne, dont les acteurs, les parties prenantes se donnent pour conserver des entités naturelles et aussi les moyens. Donc, la vision, c'est une combinaison de vision et de moyens dont on se donne pour y parvenir. Quand on dit souvent la route est aussi importante que la destination. Donc, c'est ce chemin-là parcouru en solidarité avec toutes les parties prenantes et les apprentissages qui sont faits durant ce chemin-là qui vont faire partie aussi de la gouvernance et qui vont mettre en place tous les mécanismes pour, après ça, pouvoir doter le lac d'une meilleure résilience, faire en sorte que ces écosystèmes soient mieux protégés et pouvoir faire en sorte que finalement ce capital naturel-là soit légué aux futures générations. Je pense que c'est ça qu'on veut tous et toutes ici. Donc, elle mise évidemment sur l'inclusion des parties prenantes et là, je vais faire la différence avec les acteurs. Jusqu'ici, la gestion de l'eau du lac Saint-Charles a beaucoup reposé sur les acteurs de l'eau, des acteurs que l'on connaît, l'OBV de la capitale, Agiro, les différentes municipalités, la CMQ. Mais les parties prenantes sont inexistantes et ne sont pas représentées dans ce schéma-là. Et c'est pour ça qu'on peut dire et que je peux affirmer qu'il n'y a pas de gouvernance en ce moment au lac Saint-Charles. Il y a une gestion qui se fait, mais il n'y a pas une gouvernance qui soit participative et inclusive. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait travailler. Des équipes comme mon équipe de recherche à l'Université Laval peut aider les acteurs en place et donner des conseils et aider à progresser vers l'établissement d'une gouvernance qui soit partagée. Et elle s'élabore, cette gouvernance-là, à partir du consensus, du respect, d'un langage commun qu'on doit se doter. À la fois, les autorités doivent apprendre le langage des locaux, mais aussi les citoyens, les associations locales doivent aussi être accompagnés. Parfois, ça prend des conseillers juridiques, ça prend parfois une éducation environnementale pour leur donner un langage commun pour les aider à bien représenter leurs préoccupations et à pouvoir échanger sur des bases un peu plus égalitaires que ce que l'on peut voir parfois dans des réunions de conseils municipaux ou des séances d'information que l'on a vues, par exemple, à l'hiver passé concernant l'histoire du remplacement des installations septiques du lac Saint-Charles. C'est très difficile pour les citoyens d'arriver à avoir le langage technique pour bien comprendre tout ce que ça représente, alors que des ingénieurs qui ont passé des années à étudier ces technologies-là. Donc, ça prend un accompagnement et ça peut être un accompagnement juridique, ça peut être scientifique aussi pour les citoyens, pour les aider à bien formuler leurs préoccupations. Et quand on parle de différence entre la gouvernance et la gestion, elle est dans le fait que la gestion que l'on fait, c'est gestion des ressources, par exemple, c'est un acte qui relève davantage de l'administration, donc un acte technico-administratif qui permet à l'État de réaliser sa mission ou à des organismes de réaliser leur mission. Donc, on est assez loin de la gouvernance partagée. Elle est essentielle, cette gestion-là, mais il faut aussi éventuellement progresser vers une gouvernance pour rétablir une vie démocratique et faire en sorte que tout un chacun puisse s'approprier et devenir des acteurs positifs dans la vie des écosystèmes et la santé du lac. Donc, la gouvernance participative est une combinaison de démocratie élective, de participation des citoyens et d'approches rationnelles qui sont basées sur des évaluations et sur des indicateurs.
La gouvernance est un espace de construction citoyenne et non de contestation. Et c'est un peu dommage parfois quand on voit le traitement qui est réservé aux citoyens comme s'ils étaient un peu des nuisances finalement qui empêchaient des roues de tourner. Donc, des citoyens de bonne volonté cherchent à apporter leur grain de sel avec leurs savoirs locaux, des savoirs fins du territoire et ils veulent participer dans un espace de construction des savoirs et ils veulent aussi faire partie des décisions et comme ça va être plus facile de les amener à coopérer aussi. Et le développement durable repose sur tous ces principes-là et celui de la mobilisation et de la participation des acteurs de la société civile. Pour ça, l'accès à l'information est crucial et la transparence aussi des décisions qui sont prises, la transparence des autorités, des municipalités est vraiment importante et d'adopter un langage clair aussi qui soit compréhensible de tous et toutes. Ici, quand on parle de participation, dans l'échelle qui a été proposée par Burks, voici la typologie de la cogestion avec 7 niveaux de participation. Et très souvent, on se retrouve dans les premiers niveaux, 1 ou 2, et on ne franchit pas ce seuil-là. Et la cogestion, c'est un peu l'idéal à atteindre, mais parfois l'idéal, il est très difficile, il motive à prendre des actions, mais il est très difficile à atteindre. Donc, le niveau 7, c'est assez rare, ça existe au Canada, mais au Québec aussi, mais assez rare. Donc, le premier niveau, c'est celui de l'information où la communauté est informée sur des décisions déjà prises. La consultation est le deuxième niveau. Là, on commence à avoir des contacts directs, mais ça ne garantit aucunement que l'opinion des citoyens et citoyennes va être prise en compte. Et parfois, dans ces consultations-là, après la consultation, les opinions sont carrément jetées à la poubelle, puis on continue comme on avait déjà décidé. Et ça, c'est partout, on le voit très souvent. Le troisième niveau, c'est celui de la coopération, donc où la communauté apporte certaines contributions à la gestion. Il peut y avoir une utilisation des savoirs locaux, des assistants de recherche qui proviennent de la communauté. Le quatrième niveau, c'est communication, début des échanges d'informations dans les deux sens. Les préoccupations locales commencent à entrer dans les plans de gestion. Cinquièmement, des comités consultatifs sont mis en place, un début de partenariat dans les prises de décision avec des actions qui rejoignent des objectifs communs. Sixièmement, les conseils de gestion sont mis en place. Donc, on donne à la communauté l'opportunité de participer au développement et à la mise en application des plans de gestion. Ça, c'est probablement celui qui est le plus réaliste à viser pour le lac Saint-Charles. Et le septième, des partenariats équitables avec l'institutionnalisation des prises de décision conjointes avec un pouvoir délégué à la communauté lorsque faisable. Ça serait idéal, mais j'ose pas rêver jusque-là. Donc, concept de gestion, sixième, je pense que ça serait quand même un bon défi à relever. Le cadre conceptuel, maintenant, donc, avec la reconnaissance des droits de la nature, comme je vous l'ai dit, ça permet à la nature d'être reconnue comme sujet de droit au lieu d'objet de droit. Ça nécessite un changement de paradigme et une écoute, une ouverture. Et c'est un gros défi, je le sais, changer de vision. Mais peu à peu, avec une certaine éducation environnementale, ça peut éventuellement se faire. Donc, c'est vraiment de transitionner de l'anthropocentrisme vers l'écocentrisme. Et c'est là qu'il est le changement de paradigme. Où l'humain, on reconnaît que l'humain fait partie de la nature et qui n'est pas finalement
ce n'est pas le barème pour juger de tout et on remet les écosystèmes naturels au centre des préoccupations. Ça demande un changement de posture, donc les besoins de la nature doivent être placés au centre des interventions. Souvent, ça s'inspire d'une vision autochtone et holistique inspirée par les peuples autochtones. Du côté de l'Amérique latine, on a vu, on parle beaucoup de terre-mère, terra madre, qui a inspiré les nouvelles constitutions en 2007 et 2008 en Bolivie et en Équateur, où on donne des droits à la terre-mère. Donc, ici, ça devient une source d'inspiration pour plusieurs peuples du monde. Et aussi, la nature devient personnifiée, divinisée chez ces populations-là, dans ces cultures-là. Et souvent, on peut retrouver certaines populations autochtones au Canada ou ailleurs qui vont attribuer une personnalité à l'eau et elle est une source finalement, elle devient une divinité. Et elle est considérée comme un être vivant aussi. Et aussi, on reconnaît les droits des êtres non humains. Donc ça fait partie de l'écocentrisme. Donc, pas seulement reconnaître les êtres vivants qui sont humains, mais aussi ceux qui sont non humains et qui sont vivants et qui ont le droit d'exister, d'être libres de pollution. Donc, si on regarde du côté de l'Amérique latine, avec les peuples autochtones, comme je vous le disais, en Équateur, en 2008 et 2009, ils ont mis en place des nouvelles constitutions qui reconnaissent le caractère sacré de la terre-mère. Et on retrouve, par exemple, dans celle de l'Équateur, la nature a le droit de maintenir et de régénérer ses cycles de vie, ses structures, ses fonctions et ses processus d'évolution. Donc, on voit un peu la formulation que ça peut prendre dans une constitution. L'eau est déclarée patrimoine national stratégique à usage public, inaliénable et imprescriptible de l'État. On parle d'une symbiose juridique où il y a une association durable et qui est réciproquement bénéfique entre l'homme et la nature. Et ça se transcrit, ça se concrétise dans le droit. Donc, la Constitution équatorienne établit un lien juridique étroit entre l'homme et la nature et ça permet à la Pachamama de se défendre en justice grâce à cette symbiose. Donc, en même temps, c'est pour le bien-être des humains, donc et des futures générations. Et le droit d'agir en justice, donc ça donne à chaque Équatorien ou Équatorienne le droit de représenter en justice la terre-mère pour protéger les droits environnementaux. Mais étant donné que ça peut être un fardeau pour les citoyens et citoyennes, souvent, on va recommander la formation de comités de gardiens et gardiennes de la nature. Donc, ce sont des gens qui sont avisés, qui ont déjà eu une éducation environnementale, parfois des professionnels de secteurs environnementaux, d'anciens fonctionnaires à la retraite, d'anciens biologistes à la retraite, par exemple, qui peuvent faire partie des gardiens, de comités de gardiens de la nature. Et avec leurs actions quotidiennes, ils peuvent participer à une base de données, aussi alimenter une base de données sur les entités naturelles et aussi faire remonter différentes observations qui peuvent être faites au cours de leur promenade et dénoncer, mais en étant protégés. Donc, ils ont quand même un anonymat et ils seraient représentés par finalement, ils représenteraient le lac, mais on ne saurait jamais exactement qui ces gardiens sont pour aussi protéger leur vie privée. Et donc, l'objectif, c'est de protéger les écosystèmes, comme vous l'aurez vu, là, pour les générations à venir et d'humains et de non-humains aussi.
Et donc, ici, on a un exemple de la gardienne de l'eau, Anishinaabe, qui a été à l'âge de 15 ans devant l'ONU pour rappeler le caractère sacré de l'eau. Donc, elle vient de l'île de Manitoulin en Ontario et elle a rappelé Many people don't think water is alive or has a spirit. Et elle dit, My people believe this to be true. Our water deserves to be treated as human with human rights. We need to acknowledge our waters with personhood so we can protect our waters. Donc, le personhood ici, c'est la personnalité juridique dont il est question dans les droits de la nature. Donc, ici, dans les droits de la nature, on présente un nouveau cadre de gouvernance participative des écosystèmes qui permettent de rééquilibrer le lien entre la nature et la culture. C'est aussi, ça offre un système de prise de décision revu, plus inclusif, qui va prendre en compte toutes les formes de vie sur Terre et ça se base sur la collaboration des parties prenantes pour identifier les droits à reconnaître. Donc ici, il y en a déjà qui vont se dire « Ah, mais ces droits-là, on ne pourra pas toujours les protéger. » Mais les parties prenantes, ensemble, décident des droits que l'on veut bien reconnaître. Donc, si on sait déjà que c'est impossible de reconnaître et de protéger certains droits, ben, on n'a juste à ne pas les mettre dans le nouveau texte de loi, par exemple, là, qui pourrait reconnaître cette entité juridique-là. Donc, vous avez certaines dans le... Il y a une cartographie qui a été faite par un de mes étudiants qui était stagiaire à l'Observatoire international des droits de la nature. Vous pouvez visiter le site, cliquer et vous allez voir qu'il y a énormément d'initiatives partout dans le monde. Juste aux États-Unis, il y en a 25, en Inde, en Amérique du Sud, au Brésil. Et vous, ici, vous voyez un schéma qui présente l'historique de la reconnaissance des droits de la nature dans le monde. Donc, aux États-Unis, en premier, en 2006, par la suite en Équateur, en Bolivie, comme je vous l'ai dit, et Colombie, au Brésil, en Inde, en Espagne, en France, le plus récent. Et aussi, du côté de l'Ontario, il y a les jeunes de la nation autochtone Caldwell qui ont proposé la reconnaissance des droits du lac Erie. Au Québec, en 2021, on a eu la surprise de voir la personnalité juridique de la rivière Magpie reconnue et de son bassin versant dans une des résolutions miroirs qui ont été passées à la fois à la MRC de la Magani et par le Conseil des Inuits d'Equanichit. Donc, c'est une collaboration entre autochtones et non autochtones. Et ici, c'est un bon exemple des droits qui ont été reconnus à cette rivière-là, qui était menacée de la construction d'un projet hydroélectrique. Et c'est le fait d'avoir ces résolutions-là qui ont été faites à ce niveau ont permis d'éloigner des futurs développeurs qui voulaient, c'était Hydro-Québec, qui voulait construire un barrage sur cette rivière. Et finalement, ils ont compris qu'ils n'auraient pas l'acceptabilité sociale. Donc, ça envoie un message clair pour dire ici, ce genre de développement-là n'est pas le bienvenu dans un environnement qui est naturel ici. Donc, ici, on parle vraiment d'un écosystème vierge là, qui est resté très naturel. Donc, les droits qui ont été reconnus sont le droit de vivre, d'exister et de couler, le droit au respect de ces cycles naturels, le droit d'évoluer naturellement, d'être préservé, d'être protégé, le droit de maintenir sa biodiversité naturelle, le droit de maintenir son intégrité, le droit de remplir des fonctions essentielles au sein de son écosystème, le droit d'être à l'abri de la pollution, le droit à la régénération et à la restauration et le droit d'ester en justice, donc de représentation en justice. Et l'Observatoire international des droits de la nature a beaucoup offert d'encadrement pour en arriver à ce résultat-là.
Donc, d'autres sources d'espoir aussi de ce côté, en Espagne, avec la lagune Mar Menor, qui est une lagune qui est connectée à la mer Méditerranée. Elle a reçu en 2022 son titre de personnalité juridique, alors qu'elle était déjà euh, elle était déjà euh, protégée par une reconnaissance comme milieu humide de la Convention Ramsar, mais ça ne c'était pas suffisant pour vraiment contrôler les effluents qui provenaient de l'agriculture, de l'élevage, d'une forte urbanisation dans son bassin versant. Donc, c'est un mouvement citoyen qui a recueilli 50 000 signatures et qui a été par la suite endossé par le roi d'Espagne qui a formé une loi reconnaissant la personnalité juridique de la lagune Mar Menor pour une plus grande protection. Donc, depuis 2 ans, j'ai commencé un programme de recherche qui inclut plusieurs projets de recherche avec des étudiants en collaboration avec différents partenaires qui sont dans le bassin versant, notamment l'Association des riverains du lac Saint-Charles, mais aussi Agiro, certains collaborateurs scientifiques à l'université aussi. Et en ce moment, j'ai 3 étudiants à la maîtrise, 2 au doctorat qui travaillent sur des sujets parfois très pointus sur la gestion de la qualité des eaux ou de la hauteur du niveau écologique ou bien sur la gouvernance participative. Et parmi les acteurs qui sont en train d'être cartographiés, donc ça, c'est un projet qui est en cours. On voit les différentes municipalités, la CMQ, des bénéficiaires de l'eau potable, l'OBV de la capitale, évidemment, les différents niveaux de gouvernement, Agiro, qu'on ne peut passer sous silence pour toute sa recherche qui a été faite, les nombreux rapports qui nous ont beaucoup inspirés et c'est très important de poursuivre cette production scientifique. La nation Huron-Wendat, qui est un peu faiblement représentée dans la prise de décision, et ça serait très bien de faire en sorte qu'ils se sentent les bienvenus. Autres, dont les citoyens des zones rouges et jaunes qui ont, depuis 2 ans, essayé de se faire reconnaître, notamment dans le dossier du remplacement des faux septiques et qui se sont réunis en premier lieu comme un groupe d'achat et après ça qui a permis l'information et l'information, l'éducation citoyenne aussi à leurs droits et aussi aux écosystèmes. Donc, à prendre en considération dans les futurs arrangements de gouvernance participative. Dans l'occupation du sol, là, dans le bassin versant de la rivière Saint-Charles, il est en grande partie forestier, avec des milieux humides qui couvrent 7 à 8 du territoire, grandement anthropisé aussi. Et là, certaines activités, comme je le mensonnais, commerciales, qui sont très marquantes, comme la construction du golfe dans un milieu humide. Et aussi, on retrouve une qualité d'eau qui peut être variable en amont de la prise d'eau potable et donc variable selon différents facteurs. Et ici, les sources de contamination du lac Saint-Charles, on parle de surverse qui est libérée qui libère des contaminants dans le lac. Ici, ça vient souvent des eaux usées municipales, des sels de déglaçage, les activités industrielles et commerciales, comme je le mentionnais, activités agricoles, d'élevage aussi qu'on retrouve, activités des résidents,
et des activités récréatives aussi, incluant la présence de skieurs à Stoneham. Et pour certains, c'est pas évident comment des skieurs peuvent polluer, mais il faut réfléchir qu'ils font partie des, des pollueurs parce qu'ils contribuent en allant aux toilettes à la station de ski, ils contribuent à faire en sorte que l'usine de traitement des eaux ait de grands volumes à traiter et parfois il y a de la surverse. Donc, c'est à considérer aussi comme partie prenante et ça serait intéressant de les inclure dans l'équation. On peut se poser la question pourquoi et quelle part occupe la conservation dans le bassin versant Saint-Charles. On trouve qu'il y a seulement 1% du territoire qui est protégé. Ce qui est assez faible, et pour l'entièreté de la ville de Québec, on parle d'environ 3%. Donc, on peut se demander pourquoi seulement 1% est protégé, alors qu'il y a quand même là, 8% du territoire du bassin versant qui est couvert par des milieux humides. Donc ici, est-ce qu'il y a la possibilité d'accroître ce pourcentage de protection? On peut s'inspirer de cas que j'ai déjà étudiés par le passé. Par exemple, celui de la réserve de la biosphère de la ceinture verte de Sao Paulo au Brésil, où c'est un autre cas de figure avec 21 millions d'habitants et 39 municipalités, dont celle de Sao Paulo qu'on voit au centre, qui contient 11 millions d'habitants. Et elle réussit quand même à protéger 2,6% de son territoire avec 12 unités de conservation. Et le plus important, c'est que le territoire qui est protégé coïncide avec les sources d'eau. Donc, on peut voir à la fois au nord et au sud de la carte. Donc, ça, c'est vraiment important. Ils ont eu des gens qui ont été très visionnaires il y a plusieurs années et qui ont vraiment stoppé l'urbanisation avant d'arriver aux montagnes qui sont encore sous couvert forestier et qui sont les plus grandes sources d'eau pour approvisionner la ville de 21 millions d'habitants. Donc, on pourrait se servir d'exemples comme ceux-là et regarder aussi les statuts de conservation qui sont donnés. Donc, par exemple, dans cette ceinture verte-là, qui a été la première en milieu urbain au monde, il y a des usages considérés durables, ceux qu'on voit en vert, et des usages de protection intégrale en magenta. Donc ici, il n'y a pas droit d'avoir d'agriculture qui n'est pas biologique, aucun élevage qui est permis dans les territoires où on retrouve les sources d'eau. Donc, à partir de mon expertise au Brésil, je confirme que les sources d'eau dans la ville de São Paulo sont beaucoup mieux protégées qu'au lac Saint-Charles, malheureusement. Donc, ici, je pense qu'on peut s'en inspirer. Et ils ont aussi une police de l'eau. C'est une police environnementale militaire, la première qui a été formée en Amérique latine, qui date de 1987 et qui va donner des amendes aux contrevenants. Et lorsqu'il y a des amendes qui sont versées, ça va dans un fonds environnemental, un fonds vert qui va être investi par la suite. Donc, ça fait partie de dents qu'on pourrait donner aux lois pour essayer de l'appliquer davantage. Il y a un fonds bleu qui existe, qui a été créé par le gouvernement Legault en 2023. Donc, le fonds bleu pourrait peut-être être mobilisé pour faire des innovations en lien avec la protection des écosystèmes du lac. Donc, certaines pistes ici, je sais qu'il se fait tard. Je vous laisse le lire. Le PowerPoint sera disponible aussi là, si vous voulez compléter la lecture. Donc, moi, je suggère beaucoup qu'on travaille avec la table de concertation pour la gestion intégrée des eaux dans le bassin versant, avec l'OBV de la capitale, qui pourrait devenir comme un architecte des droits de la nature pour essayer d'inclure toutes les parties prenantes et faire en sorte que la Nation Huron-Wendat soit très présente et participe. Je sais qu'elle a
un siège déjà, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont si visibles. Aussi de miser sur la concertation, l'inclusion de toutes les parties prenantes, pas juste les acteurs de l'eau, d'avoir un plus grand contrôle sur le développement dans le bassin versant aussi, parce qu'on dirait que les projets d'urbanisation dans la ville de Québec, par exemple, ou à Stoneham, ne prennent pas toujours en compte la capacité d'approvisionner les résidences, les nouvelles résidences en eau potable. Donc, je pense qu'un niveau de conscience un peu plus grand là, à cet effet-là serait important. Ce n'est pas une ressource qui est infinie et malheureusement, parfois, on a l'impression qu'elle est considérée comme ça. Et une meilleure inclusion des riverains, des citoyens pour combler le déficit démocratique et aussi favoriser davantage d'identité avec le lac et de faire en sorte qu'il y ait davantage de transparence, de reddition de comptes et d'accroître le nombre d'hectares protégés. Il y a déjà un cadre légal qui existe qui pourrait très bien supporter les nouvelles innovations juridiques. Donc, j'ai déjà parlé de la loi québécoise sur l'environnement. Il y a la Charte québécoise des droits de la personne qui prévoit que toute personne a le droit de vivre dans un environnement sain et respectueux de la biodiversité. Il y a la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi sur les compétences municipales en matière de protection de l'environnement et d'approvisionnement en eau, la loi sur le développement durable, la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur protection, et la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Donc, en termes de loi au Québec, on est assez bien garni, mais il faut juste des fois faire en sorte qu'elle soit applicable et qu'elle soit mobilisable aussi. Et le rôle, évidemment, de l'État est encore central dans l'exemple de la Constitution de l'Équateur, on met de l'avant ce rôle-là, beaucoup plus comme accompagnateur, guide, que nécessairement grand décideur. Et depuis déjà les années 80 au Québec, on a fait cette transition-là où l'État est un accompagnateur du développement, un partenaire du développement. Donc, je pense que dans tous les paliers gouvernementaux, ça pourrait continuer à transparaître. Et donc, je termine avec une conclusion qui reprend le tout. Donc, j'arrête de partager une bibliographie aussi. Donc, je pourrais, si vous voulez, le PowerPoint, il sera disponible. Donc, je vous remercie, j'arrête le partage d'écran. Si vous avez des questions, je vais être bien heureuse de vous entendre et d'essayer d'y répondre.